À 2 h du matin, dans la nuit du 22 janvier 1944, une force amphibie anglo-américaine approche d'Anzio, au large de la côte ouest de l'Italie. Soutenues par une couverture aérienne et par une protection navale, les barges de débarquement se dirigent vers la côte. Le débarquement prend les forces allemandes au dépourvu. Il semble que les Alliés soient sur le point de sortir de l'impasse en Italie. Mais la réponse allemande ne se fait pas attendre, et elle est à la mesure de l'assaut. Le débarquement d'Anzio se transforme en une bataille acharnée, tandis que les Alliés luttent désespérément pour tenir leur tête de pont. Le Premier ministre britannique Winston Churchill avait dit un jour à Staline que la Méditerranée était le ventre mou du crocodile nazi, son point vulnérable. Churchill et les chefs de l'état-major britannique sont alors persuadés que pour abréger la guerre, c'est par l'Italie qu'il faut attaquer l'Europe occupée par les Allemands. Mais à Washington, le président Roosevelt et son cabinet veulent frapper le cœur même de l'industrie allemande, la Ruhr. Et c'est donc à contre-cœur que les Américains acceptent de se joindre aux Britanniques en route vers Rome. En novembre 1942, des troupes alliées anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord, prenant ainsi pied dans les territoires français du Maroc et de l'Algérie. Les Alliés prennent ensuite le chemin de la Tunisie, dernier bastion des forces de l'axe germano-italien en Afrique du Nord. En janvier 1943, à Casablanca, après de longues discussions, l'état-major des opérations alliées décide que le prochain objectif après la Tunisie sera la Sicile. Une fois cette grande île conquise, les Alliés pourront viser le cœur même de l'Italie. Le débarquement prévu en Normandie est donc repoussé au printemps 1944. Au début du mois de mai 1944, les Alliés occupent enfin la Tunisie. Le feld-maréchal Albert Kesselring, chef des forces allemandes en Méditerranée, est dès lors convaincu que l'Italie sera le prochain objectif des Alliés. En juillet, les Alliés lancent l'invasion de la Sicile, sous le nom de code Opération Husky. Après des combats brefs mais intenses, les Alliés s'emparent de l'île. Mais le gros des forces allemandes parvient à gagner l'Italie par le détroit de Messine. Le débarquement en Sicile a amené concrètement la guerre sur le territoire italien. La perte de l'île finit d'ailleurs par convaincre la plupart des Italiens qu'ils se battent pour une cause perdue. Le 25 juillet 1943, après 20 ans de dictature, le Duce Benito Mussolini est destitué. Le maréchal Vittorio Emanuele Badoglio lui succède à la tête du gouvernement italien. Occupant la Sicile et constatant que l'Italie est en proie au bouleversement le plus complet, les Alliés décident alors de mener une campagne limitée. D'un commun accord, la priorité des ressources demeure au débarquement de Normandie. Le 3 septembre 1943, les Alliés lancent donc l'offensive. La 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery, débarque à la pointe sud du pays. Les Britanniques rencontrent peu de résistance et commencent à progresser vers l'intérieur des terres. 4 jours plus tard, les Italiens se rendent. Kesselring se hâte alors d'envoyer des troupes allemandes au sud pour combler le vide laissé par les forces italiennes. Au même moment, sous le nom de code Avalanche, la 5e armée américaine du général Clark se prépare à débarquer à Salerne.
Selon les Alliés, Salerne correspond au point le plus au nord à pouvoir bénéficier d'un soutien aérien rapproché mené par des avions basés en Sicile. Mais lorsque le 9 septembre, les Alliés débarquent à Salerne, les Allemands les attendent de pied ferme. Clark se retrouve engagé dans une lutte désespérée contre un ennemi farouchement déterminé à tenir ses positions. La situation est telle que Clark envisage même à un moment le repli. Mais au bout d'une semaine, la puissance de feu des Alliés force les hommes de Kesselring à reculer. Les Alliés rentrent alors à Salerne. Trois semaines plus tard, la 5e armée de Clark entre à Naples. Mais en se repliant, les Allemands s'appuient au maximum sur la topographie du pays, qui comprend de nombreux cours d'eau et surtout la chaîne des Apennins. En novembre 1943, Clark approche du formidable système de défense que Kesselring a constitué dans les montagnes, la ligne Gustave. Mais ce n'est pas tout. Les troupes alliées doivent également supporter la pluie et les vents violents de l'hiver italien. La 8e armée de Montgomery se bat, elle, le long du versant oriental des Apennins, alors que la 5e armée américaine piétine. Mais c'est la ligne Gustave de Kesselring qui force finalement les Alliés à stopper leur progression. À Noël, Américains et Britanniques comprennent qu'il est impératif de trouver une solution radicale pour sortir de l'impasse. Ils décident alors de contourner les défenses allemandes en faisant débarquer une force sur la côte nord de la ligne Gustave. Le succès ou l'échec de l'opération Anzio dépendront de l'expérience et du professionnalisme de deux hommes, le général Clark et le feldmaréchal Kesselring. Né en 1896 à Madison Barracks, Mark Wayne Clark est le fils d'un colonel de l'infanterie américaine. Destiné dès l'enfance à suivre la voie de son père, il entre en 1913 à l'Académie militaire de West Point. Il en sort sous-lieutenant en avril 1917 et choisit l'infanterie. Il part pour le front en Europe et est gravement blessé en Argonne au début de 1918. Après la guerre, Clark sert dans plusieurs unités et suit les cours de différentes écoles d'application, dont l'école d'état-major. Breveté de l'Army War College en 1936, il est nommé officier responsable des opérations pour la 3e division d'infanterie de Fort Lewis, où il est remarqué par George Marshall, futur chef d'état-major des armées. Cependant, la carrière de Clark est freinée par la lenteur du système de promotion de l'armée américaine durant l'entre-deux-guerres. Mais la chance lui sourit soudain, grâce à l'intervention du général Dwight Eisenhower et du général Marshall, devenu le chef du grand quartier général. Promu lieutenant-colonel en août 1940, Clark contribue à planifier et mener les manœuvres Louisiane qui serviront de modèle à l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. En mai 1942, général de division, il est nommé chef d'état-major des forces terrestres américaines et prend 2 mois plus tard le commandement des troupes destinées à débarquer en Afrique du Nord. Clark a par ailleurs pour mission de négocier secrètement avec les chefs du régime de Vichy pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'opposition au débarquement.
Et en effet, face à ces troupes qui débarquent le 9 novembre, l'armée française n'oppose qu'une résistance symbolique, qui n'en fait pas moins plusieurs centaines de victimes. En récompense, Clark devient à l'âge de 46 ans le plus jeune général à 3 étoiles de l'armée américaine. Peu après, il est placé à la tête de la 5e armée américaine, nouvellement formée, et dont il dirige l'instruction tout en la menant au combat en Tunisie. À la fin de 1943, après la capitulation italo-allemande en Tunisie, Clark est prêt à attaquer en Sicile et en Italie. Né en Bavière en 1885, Albert Kesselring est issu d'une famille de la classe moyenne, originaire de Franconie. En 1906, il rejoint le 2e régiment d'artillerie bavarois, stationné à Metz. Durant la Grande Guerre, Kesselring se distingue au combat sur le front de l'Ouest comme sur celui de l'Est. Fin 1917, il est capitaine dans l'état-major opérationnel du quartier général de l'armée allemande. Appuyé par le général von Seck, commandant en chef de la Reichswehr, l'armée allemande tolérée par les Alliés après le traité de Versailles, Kesselring monte en grade. Après avoir servi comme instructeur et officier d'état-major, le lieutenant-colonel Kesselring est nommé au quartier général de l'armée à Berlin. Hitler remarque son approche novatrice concernant la coopération sol-air, essentielle dans beaucoup d'aspects des tactiques de la Blitzkrieg. Il est ainsi nommé général-major en 1935, avant d'être transféré à la Luftwaffe, dont il devient l'année suivante chef de l'état-major. À la tête de la première flotte aérienne en 1938, il mène les campagnes de Pologne et de Norvège au début de la Seconde Guerre mondiale. Il dirige ensuite la 2e flotte aérienne durant l'invasion de la France en mai 1940. Au cours de la bataille d'Angleterre, puis plus tard contre l'URSS, c'est toujours Kesselring qui mène la 2e flotte aérienne allemande. Hitler le nomme en 1943 commandant en chef des forces allemandes en Méditerranée et responsable de l'Afrique du Nord. Là-bas, Kesselring se heurte fréquemment au feldmaréchal Erwin Rommel, le chef légendaire de l'Afrika Korps. Hitler charge ensuite Kesselring d'assurer la défense de l'Italie, tandis que Rommel est envoyé dans le nord du pays. Au cours de l'hiver 1943, Kesselring et Clark se font face de part et d'autre de la ligne Gustave. Leurs plans respectifs pour l'année à venir vont jouer un rôle majeur dans le sort de l'Italie et par là même sur l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Durant l'été 1943, Hitler ordonne à Kesselring et Rommel de concevoir une stratégie pour assurer la défense de l'Italie. Rommel soutient que les Allemands devraient abandonner le territoire italien pour construire une ligne de défense plus sûre le long de la frontière sud de l'Allemagne. Kesselring, lui, est convaincu que l'Italie est le terrain idéal pour une campagne de défense prolongée. Le pays permettrait de tenir à distance un maximum de troupes alliées. Durant l'hiver 1943, la préférence est donnée à la stratégie de Kesselring. Les nombreux cours d'eau et montagnes italiens forment des barrières naturelles contre toute progression rapide des Alliés vers le nord. Kesselring met à profit ces obstacles en constituant la redoutable ligne Gustave, dont la pierre angulaire est le Monte Cassino. Pour atteindre Rome, les Alliés devront donc d'abord s'emparer de ce site, où se dresse l'une des plus belles et plus importantes abbayes bénédictines d'Europe. Dès que les Alliés mettent le pied en Italie, Kesselring déploie ses troupes tout au long de la ligne Gustave. En deçà de la ligne elle-même, Kesselring commence à établir de nouvelles défenses au nord de Rome. C'est la ligne César.
Le Feldmaréchal possède un autre atout, l'infrastructure routière et ferroviaire italienne qui est toujours intacte. À Salerne, il est ainsi en mesure d'acheminer rapidement des renforts à travers le pays pour venir en aide à ses soldats, là où ils sont les plus vulnérables. Les hommes du groupe d'armée C de Kesselring sont de redoutables soldats, largement entraînés au combat. Menée par le général Heinrich von Wettinghoff, la 10e armée allemande comprend 150 000 hommes, ainsi que des divisions blindées, de parachutistes et d'infanterie motorisée. Kesselring dispose en outre de 120 000 hommes de réserve qui peuvent se déplacer rapidement depuis le nord pour venir renforcer la ligne Gustave. Pour Kesselring, un seul problème se pose. La Luftwaffe en Italie est loin d'égaler la puissance des forces aériennes alliées. Son plus grand avantage, la protection qu'offrent les collines escarpées et les montagnes où les Allemands ont établi leur défense. Les défenses retranchées de Kesselring préoccupent en effet les chefs alliés. Il semble évident que la seule manière de déborder la ligne Gustave consiste en un nouveau débarquement. Mais à présent, la plus grande partie des navires amphibies nécessaires pour envisager un tel débarquement se prépare à quitter la Méditerranée pour la Normandie. Après de longues discussions, le haut commandement allié décide cependant de conserver pour une durée limitée un certain nombre de bâtiments nécessaires à un débarquement. Ce débarquement est fixé au début de l'année 1944. Il aura lieu à Anzio, quelques 30 km au sud de Rome. Le plan allié doit se dérouler en 2 étapes. La 5e armée américaine de Clark, soutenue par la 8e armée britannique de Montgomery à l'est, attaquera d'abord la ligne Gustave à Monte Cassino le 20 janvier. Ceci poussera Kesselring à déployer ses réserves le long de la zone nord. Alors seulement, l'attaque amphibie pourra être lancée à Anzio. Prévu 2 jours plus tard, le 22 janvier, le débarquement reçoit pour nom de code Shingle. Pour mener l'opération, Clark choisit le général de division John Lucas et son 6e corps d'armée américain. Une fois ses troupes à terre, Lucas doit avancer vers Rome et couper les communications de Kesselring avec la ligne Gustave en s'emparant des monts Albins au sud-est de la capitale. La force d'attaque principale de Lucas comprend 2 divisions d'infanterie. Menée par le général de division Lucian Truscott et soutenue par 2 bataillons de parachutistes américains, la 3e division américaine doit débarquer à Nettuno, au nord-est d'Anzio, pour former le secteur droit de la tête de pont. Au même moment, le général de division William Penney devra débarquer avec une partie de la 1re division britannique et les commandos à l'ouest de la ville. Le reste de la 1re division britannique doit servir de réserve flottante, tandis que la 1re division blindée américaine et la 45e division britannique sont désignées comme forces de renfort supplémentaires. Clark est satisfait. Lucas dispose d'une force suffisante pour mener à bien sa mission, plus de 80 000 hommes et 5 000 véhicules. Il compte sur l'effet de choc qu'occasionneront l'attaque combinée de la ligne Gustave, fermement tenue par les Allemands, et celle d'Anzio, un site très peu défendu et situé loin dans l'arrière-garde allemande. Mais pour que la victoire soit totale, Clark doit se hâter de consolider la tête de pont d'Anzio. C'est seulement alors que la progression vers Rome pourra commencer. Clark sait que la puissance aérienne alliée peut être un facteur clé dans l'opération. Mais le général américain a retenu la leçon du débarquement de Salerne, qui a failli tourner au désastre.
il exhorte Lucas à attendre d'avoir rassemblé suffisamment de matériel sur la côte, en particulier l'artillerie et les forces motorisées, avant d'engager toute progression dans les terres. Les conseils de Clark auront une influence majeure sur l'issue des événements à venir. Les Alliés savent que l'opération Shingle est un défi important et hasardeux. Mais au début de janvier 1944, le sort en est jeté. Alors que l'attaque est imminente, Clark et Kesselring savent tous deux que c'est sur l'expérience, le talent et le courage de leurs hommes qu'ils devront bientôt compter. À la fin de l'année 1943, malgré leur victoire, les troupes alliées qui combattent en Italie ont perdu leurs illusions. On est bien loin de l'Italie ensoleillée que vantent les affiches des agences de voyage. Depuis 3 mois, l'hiver rigoureux ne fait qu'aggraver la rudesse des combats et le nombre des pertes. Comme c'est souvent le cas dans la guerre, l'infanterie paie le plus lourd tribut. Un soldat américain racontera plus tard que, pour un fantassin, le seul moyen d'échapper aux montagnes italiennes, c'était le brancard. Il y en avait même un certain nombre qui souhaitaient être blessés. Les forces alliées en Italie représentent plus de 6 nationalités différentes. Bien que le gros des hommes soit américain ou britannique, on compte également des Français de métropole et des territoires d'Afrique du Nord, marocains et algériens. Une partie importante de la 8e armée britannique est, elle, composée de soldats des Dominions. On trouve aussi des hommes venant des pays occupés d'Europe de l'Est, en particulier la Pologne. Dans leur organisation, les chefs alliés doivent tenir compte de cette composition cosmopolite des troupes. La détermination de la résistance ennemie, le mauvais temps et le terrain difficile ressemblent peu à ce que Churchill désignait comme le ventre mou de l'Axe. Pour le général Clark et ses hommes, l'Italie a plutôt la dureté d'Europe. Les troupes alliées ne sous-estiment pas leur adversaire. Au début de 1944, un grand nombre d'hommes de Clark font même preuve de fatalisme. Un officier écrit « En Italie, on avançait jusqu'à une position, on se retranchait et se contentait d'attendre. Les Allemands nous empêchaient totalement d'avancer. Ce n'est que lorsqu'ils étaient prêts à partir eux-mêmes qu'on pouvait progresser à nouveau. » Bien que Clark soit un chef respecté, la 5e armée est inquiète. Le général américain ne veut pas tenir compte des inquiétudes britanniques à propos des effectifs et des ressources, qui commencent à faiblir au bout de 4 années de guerre. Les troupes américaines savent aussi que leur chef n'est pas considéré comme économe de la vie des soldats. Toutes ces raisons ne contribuent guère à rendre optimistes les troupes qui se préparent à embarquer pour Anzio. De l'autre côté de la ligne Gustave, les troupes de Kesselring sont habituées au terrain et à la rudesse des combats en Italie. Beaucoup de soldats allemands sont maintenant des vétérans aguerris. Ils savent ce que signifient des combats prolongés. Les Italiens étant désormais sortis de la guerre, les Allemands n'ont plus à se préoccuper de soutenir un allié plus faible. En 1943, alors que rien n'était gagné, ils ont montré leur ténacité et leur talent naturel en matière de défense. Ils sont très motivés et leur morale est au plus haut, surtout depuis qu'ils ont infligé de lourdes pertes aux Alliés et freiné leur progression vers Rome. Les troupes allemandes d'Italie sont également bien commandées à tous les niveaux de la hiérarchie. Les défenseurs de la ligne Gustave savent aussi qu'ils disposent d'un grand nombre de réserves à l'arrière pour combler toute brèche qui apparaîtrait dans la ligne. À l'opposé de Clark, Kesselring est bien vu de ses hommes, qui le surnomment Albert le Souriant.
Les soldats savent que la stratégie de leur chef, qui consiste à saigner à blanc les Alliés en Italie, fonctionne bien. Avec la nouvelle armée qui approche, Clark et Kesselring savent tous deux que la bataille qui est sur le point de se dérouler mettra leur stratégie respective à l'épreuve. L'attaque de la ligne Gustave, première phase de la nouvelle offensive alliée en Italie, est lancée comme convenu le 20 janvier 1944. À Cassino, postés dans les hauteurs, les soldats de Kesselring sont prêts à recevoir les attaquants. Sous le feu nourri des Allemands, l'attaque alliée faiblit rapidement. Cela incite Kesselring à déployer davantage de réserves le long de la ligne Gustave. Le 22 janvier, tandis que l'attaque de la ligne Gustave se poursuit, les troupes de Clark débarquent à Anzio. Alors que les premiers soldats alliés approchent des plages, ils s'attendent à une riposte immédiate. Il n'en est rien. Kesselring s'attendait certes à un débarquement allié, mais il ignorait absolument où, et il n'avait pas suffisamment de force pour défendre la totalité de la côte. La tête de pont d'Anzio est donc consolidée dans une atmosphère d'un calme inquiétant. Après la terrible bataille de Salerne, en septembre dernier, les Alliés ont du mal à croire qu'il n'y ait pas de réaction immédiate de la part des Allemands. En 48 heures, Lucas et ses hommes du 6e corps ont constitué une tête de pont solide et semblent sur le point de lancer une progression rapide. 35 000 hommes ont débarqué en 24 heures. Il faut élargir la tête de pont et conquérir les hauteurs avoisinantes. Prudent, Lucas préfère renforcer ses réserves avant de frapper vers l'intérieur des terres. Même le général Harold Alexander, commandant en chef des forces alliées, n'entre pas en action. Plutôt que de faire pression vers l'arrière-pays, Lucas continue donc d'installer sa tête de pont, perdant un temps précieux. Pendant ce temps, les attaques contre la ligne Gustave, près de Monte Cassino, se sont transformées en une impasse sanglante. Les soldats alliés qui ont pris part aux attaques sont épuisés. Du côté d'Anzio, le rassemblement se poursuit. Et si Clark est satisfait des progrès accomplis, tout le monde n'est pas du même avis. Churchill déclare avec colère à Alexander: « Je pensais que nous allions lâcher un chat sauvage sur les monts Albins, et nous voilà avec une baleine échouée sur la plage. » Lorsque le 22 janvier, la force d'attaque de Lucas débarque à Anzio, Kesselring ne dispose que de 2 bataillons et quelques batteries de défense côtière pour empêcher les Alliés de marcher sur Rome. Le feld-maréchal allemand est d'abord convaincu qu'aucun renfort ne pourra arriver à temps dans la région d'Anzio pour contenir les forces de Clark avant qu'elles ne se déploient. Mais pris au dépourvu, Kesselring, à son habitude, se ressaisit vite. Encouragé par Hitler, qui ordonne la liquidation immédiate de l'abcès d'Anzio, il lance de puissantes contre-attaques aériennes sur la tête de pont. Pour
contenir dans un premier temps, puis ensuite repousser la force d'invasion de Clark, Kesselring confie au général Hans-Georg von Mackensen une 14e armée improvisée composée de plusieurs unités aguerries et bien équipées. Kesselring se prépare à lancer 10 divisions et plus de 200 panzers sur les forces réduites de Clark qui défendent tant bien que mal le périmètre de la tête de pont. Entre le 3 et le 10 février, la 14e armée de von Mackensen lance une série de contre-attaques. La première division britannique est forcée. Au centre de la ligne alliée. Les unités de progression alliées sont écrasées par la puissance des contre-attaques allemandes. Des unités alliées entières sont anéanties ou faites prisonnières. Beaucoup de soldats inexpérimentés se rendent de plein gré à l'attaquant allemand. Il semble que Kesselring soit sur le point de remporter une victoire majeure. Hitler en est convaincu. Anzio jouera un rôle décisif dans le sort de l'Allemagne. Il promet à Kesselring que l'unité qui parviendra à faire une percée aura l'honneur d'escorter les prisonniers alliés à travers les rues de Berlin. La 14e armée de Kesselring, bien équipée et déterminée à gagner, redouble alors d'efforts. Clark comprend que la tête de pont d'Anzio ne pourra être secourue que par le sud, grâce à une percée de la ligne Gustave à Monte Cassino. Les Alliés préparent donc une nouvelle attaque à Monte Cassino. Mais ils prennent le vénérable monastère cistercien pour une forteresse allemande et le réduisent en miettes avec leurs bombardiers lourds. Des trésors artistiques et religieux sont détruits. En outre, les ruines de l'abbaye et la ville de Cassino en contrebas fournissent désormais aux Allemands des positions de défense idéales. L'attaque alliée est donc contenue. À Anzio, les troupes de Clark se préparent anxieuses à recevoir un nouvel assaut allemand. Avec l'échec de la dernière attaque alliée à Monte Cassino, les Alliés savent que s'ils ne parviennent pas à contenir la principale contre-attaque allemande, qui ne tardera pas à arriver, ils perdront le port d'Anzio. Dans la soirée du 14 février 1944 à Anzio, la situation devient périlleuse pour les survivants du 6e corps américain de Clark. Bien que des renforts soient arrivés pour soutenir les défenseurs épuisés, les hommes ont peu de temps pour récupérer avant que commence la nouvelle contre-offensive de Kesselring. Le feldmaréchal est convaincu qu'il va enfin détruire la tête de pont. Lancée le 16 février, l'attaque de Kesselring vient pratiquement à bout des troupes alliées exsangues. Même les zones arrière de la tête de pont deviennent la cible d'un bombardement continu et intense des Allemands. L'arme allemande la plus redoutable est un canon de 210 mm acheminé par voie ferrée et surnommé Anzio-Ani, capable d'envoyer des obus de 225 kg jusqu'à 50 km. L'effet de ces obus est dévastateur, quel que soit l'endroit où ils tombent. Entre le 16 et le 20 février, les hommes de Kesselring poursuivent leurs attaques incessantes sur les troupes assiégées du 6e corps de Lucas. Du côté allié, les pertes continuent à augmenter de façon alarmante.
Chaque attaque allemande est précédée d'un bombardement massif de l'artillerie. Les panzers et l'infanterie allemande attaquent le périmètre de défense, menaçant sans cesse de réaliser une percée. Bien qu'ils se heurtent à une défense héroïque de la part des Alliés, les Allemands ne tarderont pas à se regrouper et à avancer une fois encore. Constamment pilonnées, les défenses alliées deviennent par endroits dangereusement minces. Que la lutte se poursuit, Clark décide qu'il est temps de changer radicalement la manière de commander dans la bataille d'Anzio. Le 25 février, il ordonne au général de division Lucian Truscott de remplacer Lucas dans le périmètre de la tête de pont. Bien que Truscott soit plus agressif et qu'il se montre plus décisif dans ses choix que Lucas, la pression allemande continue. Le 29 février 1944, Kesselring lance de nouvelles séries de poussées déterminantes pour réussir enfin à briser le périmètre d'Anzio. Durant 3 jours, la bataille fait rage. Les pertes sont élevées, d'un côté comme de l'autre. À l'aube du 3e jour, il semble que la défense désespérée d'Anzio n'aura servi à rien. Le mur fragile du périmètre de défense allié paraît sur le point de s'effondrer. Kesselring presse ses hommes d'effectuer une dernière attaque pour venir à bout, une fois pour toutes, des défenseurs exsangues de Clark. Mais alors que les Allemands semblent proches de la victoire, les Alliés procèdent à un bombardement massif avec l'artillerie navale. Ainsi qu'à un bombardement aérien des forces de Kesselring. Le 6e corps de Clark est sauvé par ces attaques d'une grande précision. À la fin de la journée, ce qui faisait la fierté de la 14e armée de Kesselring a été anéanti par la puissance de feu alliée. L'attaque de Kesselring a été contenue, mais la bataille est loin d'être terminée. Au cours des 2 mois suivants, les soldats se retrouvent dans une impasse. La région d'Anzio ressemble à certains endroits à un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Pendant ce temps, Clark et Alexander mettent au point un nouveau plan pour venir enfin à bout de la résistance allemande à Cassino et à Anzio. Sous le nom de code Opération Strangle, les Alliés procèdent à une campagne de bombardement systématique visant à détruire les lignes de communication de Kesselring. Routes, ponts et voies ferrées sont pris pour cible, empêchant ainsi les Allemands d'acheminer leurs troupes, leurs armes et leurs équipements dans et en dehors des zones de bataille. Cette pause avant la prochaine offensive laisse également le sol séché après le dégel du printemps. Vers la moitié du mois de mai, les forces de Kesselring continuent à faire pression sur Anzio, mais les troupes sont épuisées. Clark sait que sans une percée à Cassino dans le sud, les troupes alliées d'Anzio ne pourront que se contenter de tenir leur position contre les forces de Kesselring, qui s'opposent à elles dans les plaines albaines. Le 23 mai, enfin, ce qui reste de la 5e armée de Clark perce l'arrière de la ligne Gustave à Cassino, permettant ainsi au 6e corps de Truscott de lancer sa propre opération d'échappée depuis Anzio. 2 jours plus tard, les forces d'Anzio et de Cassino se rejoignent. Clark a maintenant l'occasion unique, s'il bifurque vers l'est, de piéger la 10e armée de Kesselring.
Mais contre l'avis du général Alexander, chef suprême allié en Italie, Clark décide de continuer tout droit sur Rome. Le 4 juin 1944, les troupes alliées pénètrent dans la ville. Clark, qui n'est pas loin derrière, entre en triomphe dans la capitale. Il perd là une occasion inespérée de couper la retraite aux forces de Kesselring. Les Allemands se regroupent en effet et se replient au nord de Rome, derrière la ligne César. La situation fait place à une nouvelle impasse, puis à un nouvel hiver italien. Les Alliés devront encore mener de terribles combats contre la ligne César, puis la ligne gothique, avant que les forces allemandes en Italie se rendent enfin en avril 1945. Anzio aura été une campagne longue et coûteuse. Les Alliés perdent au total 100 000 hommes. Du côté allemand, les pertes sont équivalentes. En décembre 1944, le général Clark prend la tête du 15e groupe d'armée d'Alexander en Italie. Il le mènera jusqu'à la fin du conflit. Après la guerre, il est nommé commandant des forces d'occupation américaines en Autriche et haut-commissaire des États-Unis. Plus tard, en 1952, Clark commandera les forces des Nations Unies en Corée et participe à des négociations de paix complexes. Il meurt en 1984, à l'âge de 88 ans, et demeure de nos jours encore une figure importante, bien que controversée, de la Seconde Guerre mondiale. Le feldmaréchal Albert Kesselring reste à la tête des forces allemandes en Italie jusqu'au 23 octobre 1944, jour où il est gravement blessé dans un accident de la route. Début 1945, il revient en Italie, puis il est nommé commandant en chef des forces allemandes à l'ouest au cours du dernier mois de la guerre. Arrêté et jugé pour crime de guerre, il est condamné à mort en 1947, mais la sentence est annulée après l'intervention personnelle de Churchill. On le condamne alors à la prison à vie à Werl, en Allemagne, mais il est libéré en 1952 suite à une mesure de clémence. Kesselring publie ses mémoires en 1953 et meurt en 1960. Il reste considéré de nos jours comme l'un des plus habiles généraux d'Hitler. Défi lancé par les Alliés, la bataille d'Anzio faillit tourner au désastre. Confrontée à des attaques allemandes habiles et déterminées, la garnison d'Anzio manqua de céder à plus d'une reprise. Mais la puissance de feu écrasante des Alliés eut finalement raison des forces de la Wehrmacht. Pour Mark Clark, ce fut une victoire difficile et controversée. Mais pour Albert Kesselring, la bataille d'Anzio fut un face-à-face au cours duquel il fut prêt à infliger aux Alliés une défaite historique.